Je partage, moi, pour l'instant ou pas? Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue à ce webinaire au sein de la SMEX, un webinaire sur les marchés en Europe, les tendances et les capacités de développement. Ça nous intéresse au premier plan. Au Maroc, on est en plein développement avec le contrat programme. C'est bien de savoir qu'est-ce qui est demandé en Europe et qu'est-ce qu'on peut faire et on doit faire et avec qui on doit le faire pour aller vers l'Europe. Nous parlons aujourd'hui à partir de la SMEX, l'association des exportateurs marocains qui comprend, je crois, 500 organisations, entreprises et associations. Et Maroc Bio, que je représente, dont je suis le président, est membre de la SMEX. Alors pourquoi Maroc Bio est éminemment intéressé? Parce que dans le contrat programme, l'un des axes majeurs est l'exportation, qui intéresse au plus haut point un certain nombre d'entrepreneurs, même de coopératives ou de GIE, qui sont déjà en train d'exporter ou qui veulent exporter. Alors, juste pour cadrer un petit peu notre discussion et donner la parole à notre invité expert, Dora Zehri de l'IPD, qui va nous parler en détail du marché européen des produits biologiques, marché de tendance, comme je vous disais. Le Maroc exporte déjà vers l'Europe et les pays les plus concernés sur ce marché, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Allemagne, ce sont les Pays-Bas, mais de plus en plus de pays rejoignent l'intérêt des Marocains vers l'Europe. Et en dehors de l'Europe, nous sommes intéressés par beaucoup d'autres pays, la Suisse, la Grande-Bretagne, et nous allons vers l'Amérique du Nord et l'Asie. Mais je pense, comme beaucoup, que le potentiel en Europe est beaucoup plus grand et les produits que nous faisons sont essentiellement les oliviers, les cultures maraîchères, les arbres fruitiers, les céréales, les légumineuses. Et puis, il y a un certain nombre de produits dont je vais parler ou dans la discussion, je vais préciser, les amandiers, le caroubier, les plantes aromatiques et médicinales, les figues de Barbarie, les palmiers dattiers et bien sûr l'argan. Vous avez compris que les derniers produits dont je vous ai parlé sont très peu gourmands en eau et donc pour nous, ça représente un petit peu l'avenir. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler et que l'Europe sera très intéressée par ce genre de produits. Dans ce contrat programme qui est aujourd'hui notre obsession, en attendant de le signer et de démarrer à grande vitesse, c'est de travailler bien évidemment avec l'Europe, mais de structurer notre travail par un certain nombre de projets que nous avons organisés à l'intérieur de ce contrat programme en termes de distribution, de réseau de distribution national, mais on a pensé également à des plateformes de distribution sur place en Europe. Et je vais probablement vous poser la question, quel est le meilleur endroit pour le Maroc afin d'installer une plateforme de distribution sur place? Moi, je sais que récemment, j'étais à Perpignan, j'ai déjà été à Rungis, mais j'imagine qu'en Allemagne, notamment, il peut y avoir une porte d'entrée intéressante pour le bio de notre pays. En termes de diversité de produits, j'ai cité un certain nombre de produits, mais je pense qu'on peut cibler davantage et préciser davantage en termes de produits, et c'est important pour nous, de produits frais que nous vendons en vrac, mais également la priorité pour nous, c'est de vendre des produits transformés, donc à valeur ajoutée haute. Ça aussi, ça nous intéresse. Et c'est la priorité du contrat programme avec le ministère de tutelle, c'est d'aider, entre guillemets, l'agro-industrie, donc des unités de transformation selon les critères bio, on ne parle que de bio ici, et faire en sorte que nous attaquions et le marché national et le marché étranger. Notre priorité, je vais le dire et je vais le répéter, c'est le marché national, puisque nous visons en 2030 100 000 hectares de produits bio, certifiés bien évidemment, l'équivalent de 600 000 tonnes. Et pour l'export, nous avons évalué 25%, 114 000 tonnes, moins de 25%, 114 000 tonnes à l'export. Donc notre ambition sur le marché national est grande, mais nous voulons que ce soit aussi un coussin d'amortissement pour pouvoir exporter et faire que les produits et les producteurs puissent se développer sur le marché national. Voilà les grandes idées.
Une deuxième question pour aborder, juste et vous interpeller, c'est au Maroc aujourd'hui, le nombre de magasins bio spécialisés, ils sont assez rares. De plus en plus, les grandes surfaces commencent à intégrer du bio et dans les petits supermarchés de quartier et puis les épiceries, il commence à y avoir ce qu'on appelle un modèle hybride. Alors, il se trouve que j'ai déjà été en Allemagne et c'est beaucoup le modèle hybride qui est dominant. Il y a peu de magasins strictement bio, spécialisés en bio, alors qu'en France, en Belgique, c'est-à-dire les pays francophones, il y a beaucoup de magasins spécialisés, ce qui n'empêche que les grandes surfaces sont là-dedans. Donc au Maroc, on a cette double tendance de plusieurs, on va dire, ne soyons pas trop modestes, magasins spécialisés. De plus en plus, ça ouvre, mais les grandes surfaces sont en train de se mettre là-dedans, et c'est bien de dire en Europe qu'est-ce qui se passe. Voilà les quelques idées que je peux vous dire. Nous aussi, on cherche à conclure des partenariats avec les hôtels, les restaurants, les hôpitaux et des produits certifiés, bien évidemment. Et on cherche à développer des centres techniques pour accompagner ce mouvement et d'autres infrastructures et d'autres logistiques pour que le bio puisse se développer de manière intégrée et cohérente. Question, quoi exporter? Combien exporter? Vers où exporter? Et comment se structurer pour y aller? Ce sont des vastes questions. On n'attend pas que vous répondiez à tout, mais déjà que vous abordiez les sujets. Et je pense que les gens qui nous écoutent et qui sont avec nous peuvent poser des questions. Je crois que c'est marqué quelque part. Alors, j'ai avec moi Sybille Hassan de l'ASMEX qui est en train de me préciser que vous pouvez poser vos questions en ligne au fur et à mesure. Et ils peuvent aussi poser directement des questions lorsqu'on finira. Vous pouvez poser des questions, mais sur l'ordinateur, bien évidemment. D'accord. Et vous pourrez même parler et oralement et poser vos questions. Donc, on a à peu près 30 minutes avec Madame Zahiri. Je vous laisse la parole. D'accord. Vous m'entendez? Est-ce que c'est... Merci beaucoup, M. Slim, pour la présentation. Comme vous le disiez, c'est vraiment un domaine vaste avec beaucoup de questions. Et tout d'abord, je veux remercier notre partenaire, l'ASMEX, de nous avoir conviés à cet événement. Et ça, c'est le premier d'une série d'autres formations, webinaires et présentations qu'on veut organiser ensemble. Voilà, donc moi je suis Dora Zahiri, je suis basée en Allemagne et je travaille l'Import Promotion Desk, donc l'IPD, qui est financé par le ministère allemand du développement et de la coopération internationale. Aujourd'hui, je suis ici à Casa, au siège de la SMEX. Et je suis très contente de voir qu'on est ici maintenant 46 personnes. Donc, c'est excellent. Merci pour être en ligne avec nous. Nous ne voyons pas qui est là, mais nous savons qu'il y en a 46. Donc, après, on pourrait... Aussi en ligne, d'accord. Donc, merci beaucoup d'être là. Voilà, donc la présentation va se structurer comme suit. On va tout d'abord présenter qui est l'IPD, ce qu'on fait. Après, on va parler du marché européen en général et des tendances bio et des nouvelles tendances post-Covid et cela. Donc voilà, l'IPD, un petit peu en chiffres. Nous sommes, comme je disais, financés par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement, la BNZ, qui finance aussi les projets par la GIZ et d'autres. Vous pouvez avoir ici une idée sur notre volume budgétaire. Nous sommes dans notre 4e phase. L'IPD fête ses 10 ans cette année comme projet. Et nous avons été initiés par la CEQA, qui est un organisme qui se spécialise dans la capacitation et le développement à travers des projets de formation dans des pays partenaires, et la Fédération allemande du groupe, qui nous donne accès à tous les contacts du commerce de 41 secteurs différents en Allemagne, qui nous permet donc d'avoir un petit peu les informations sur les tendances du marché allemand et européen.
Voilà, ça c'est l'objectif du projet Import Promotion Desk. C'est donc renforcer la compétitivité internationale des pays partenaires à travers la promotion des importations de ces pays sélectionnés, de secteurs où on travaille. Pour le Maroc, pour l'instant, on est sur le frais et le transformé. Donc, les deux ont été mentionnés par M. Slim. Donc, on travaille sur les deux secteurs-là. Et à travers cela, donc aussi l'augmentation de l'emploi, à travers l'augmentation du chiffre des exportations annuelles. C'est ça les deux buts et objectifs de comme projet. Nous travaillons sur 5 secteurs. Le Maroc, pour l'instant, pour le Maroc, on est dans le secteur des fruits et légumes frais, ainsi que des ingrédients naturels. Pour les autres secteurs, donc le bois, le tourisme et les fleurs, pour l'instant, le Maroc n'est pas dans le programme, mais il se peut qu'il y ait des évolutions dans le futur. Donc pour les ingrédients naturels, comme vous savez, ça inclut tout ce qui est produits transformés, donc ça va des huiles essentielles au thé, aux fruits, aux édulcorants, voilà. Je vous explique un petit peu notre process. Donc, nous recevons des recommandations de partenaires comme la SMEX, par exemple, d'entreprises qui peuvent intégrer notre programme. Ou bien les entreprises nous trouvent sur Internet ou lors de nos événements. Et voilà, ça, c'est les critères que nous avons pour sélectionner les exportateurs qui vont faire partie du programme. Donc, c'est des PME. Ils ont un produit qui est intéressant pour l'Europe. Il y a une capacité de production suffisante. La maîtrise de la langue anglaise, bien sûr, c'est très important quand on veut aller dans les marchés européens hors le marché francophone. Donc, l'anglais reste très important. Mais c'est des critères qui peuvent être aussi discutés au cas par cas parce que ça dépend des entreprises. Il se peut que l'entreprise ait un excellent produit, mais qu'il n'y ait pas de marché en Europe et qu'il n'ait pas tous ces critères-là. Donc, c'est une indication, mais ça nous aide à sélectionner les entreprises. Voilà, donc ça, c'est ce que je disais à travers les partenaires comme ASMEX ou bien la GIZ ou bien les consultants locaux. Nous recevons les profils des entreprises. Et suite à la sélection, nous allons les visiter sur place. C'est pour cela que je suis au Maroc. On est en train de visiter des entreprises qui peuvent intégrer le programme. Ça, c'est pour vous donner une idée, ça c'est le company profile, c'est le document quand on reçoit le nom d'une entreprise, on lui envoie ce document pour savoir un petit peu le volume de production, le chiffre d'affaires, les pays où l'export est déjà en place et pour savoir si le profil de l'entreprise va avec les critères que nous avons au sein de l'IPD. Alors voilà, donc les services que nous proposons en tant que programme de développement, c'est des services au niveau des organismes comme la SMEX et des services au niveau des exportateurs. Pour les exportateurs, l'idée c'est de s'assurer que les exportateurs sont prêts à être mis en contact avec des importateurs en Europe. Donc, il se peut qu'il y ait des profils différents selon le besoin. Il y a des capacitations et des formations différentes. Il y a le Export Market Orientation, par exemple, où on prend des entreprises des pays partenaires et on les amène dans les foires pour rencontrer des importateurs, pour aller dans les marchés du gros, pour parler avec des importateurs dans leurs usines, voir comment cela se passe de l'autre côté aussi, et un peu comprendre les critères de qualité en les voyant directement, en pouvant discuter et demander directement aux importateurs ce qui est important pour eux. Suite à cela, notre programme phare, c'est le matchmaking. Donc, une fois que l'entreprise elle est prête, nous allons avec un groupe d'entreprises de tous les autres pays où on travaille
avec un stand et nous avons des consultants qui font le matchmaking. Donc, au préalable, on contacte la base de données des importateurs pour les informer. Voilà, du Maroc, nous avons par exemple 5 entreprises qui ont ces produits. Est-ce que vous voulez les rencontrer? Et nous faisons du matchmaking direct. Voilà. Donc, avec un suivi aussi pour voir après les salons, le follow-up, pour voir si l'entreprise a besoin de plus d'informations ou d'aide pour les fiches techniques ou quoi qu'il en soit, on fait le suivi pour savoir si le marché a été compris. Voilà. Ça, c'était un petit teaser que nous avions utilisé une fois dans un quiz pour s'assurer que les gens étaient là. Quand on est dans des webinaires, des fois, on fait ça. Mais là, je ne sais pas si on peut activer le micro ou est-ce que peut-être que on suit, non? Oui, on revient après. Donc voilà, parmi les services qu'on fait, donc c'est le Export Marketing Plan. C'est donc l'importance d'avoir une vision pour les entreprises de ce qui se passe de l'autre côté, donc dans les pays où on veut vendre notre produit en tant qu'exportateur. Donc les études de marché, research. Voilà. Là, je l'ai désactivé. D'accord. Donc, depuis tout à l'heure, ils n'ont rien entendu? On refait rapidement l'essentiel. Oui. Je crois qu'ils n'ont pas entendu parce que le son était coupé sur votre ordinateur. Ah, c'était, je pensais que c'était actif. Non. Bon, je vais juste aller ici. Rapide. Oui. D'accord. Donc, je m'excuse pour le problème technique. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais voilà, je disais que l'IPD, c'est un projet allemand qui vise à aider les exportateurs dans les pays partenaires à augmenter les exportations en Europe. Voilà, et nous travaillons à 2 niveaux, le niveau macro, donc des associations et des organismes qui aident les exportateurs comme l'ASMEX, et au niveau des entreprises directement en sélectionnant au préalable les exportateurs qui ont le profil adéquat pour travailler dans ce projet. Voilà, donc ça c'est les critères de sélection. Nous recevons les profils des entreprises et nous allons par la suite leur rendre visite. Et c'est l'objet de ma visite aussi au Maroc en ce moment. Nous visitons des entreprises afin de savoir s'ils peuvent intégrer le programme. Voilà, je vais passer. C'est un peu bloqué. Voilà. Je vais passer là.
Voilà, donc nous parlions du marché de l'importation et de l'importance du marché européen pour l'Afrique du Nord. En général, c'est la distance et comme vous savez, saisonnalité, voilà. Il y a des demandes croissantes d'importation, les importations des fruits frais qui sont donc hors saison, la saisonnalité qui aide pour certains produits. La distance, après il y a aussi tout ce qui est empreinte carbone, de plus en plus important. Et voilà, donc la consommation en Europe évolue et les goûts qui évoluent. Donc, il y a de plus en plus de produits qui sont demandés en Europe qui ne sont pas produits en Europe. Donc, lors de la vision, enfin de la formation du Export Marketing Plan, c'est important de savoir cela. Après, pour le marché européen, donc, il y a les exigences de l'Union européenne et donc il y a les principes qui réglementent le marché européen et donc c'est important de savoir la législation qui est en place, que ce soit pour le bio ou pour les exports en général. Donc, et en plus des lois européennes, il y a bien sûr les lois des pays membres qui peuvent être plus exigeants. Ça dépend du marché visé. C'est pour ça, en tant qu'entreprise, il faut toujours qu'on sache, il faut savoir quel marché on vise pour savoir c'est quoi les réglementations applicables. Donc voilà, donc il y a les préférences des consommateurs. Par exemple, pour tout ce qui est bio, il y a les préférences qui ont évolué avec le post-Covid dans quelques pays. Par exemple, l'Allemagne, ça a continué à augmenter durant le Covid. Aussi, voilà, la préférence des importateurs, les exigences de qualité pour la santé et voilà, et aussi tout ce qui est critères d'étiquetage, d'emballage. Tout ça, c'est bien sûr important à savoir. Après, il y a la législation européenne et des pays membres. Voilà. J'aimerais préciser, oui. Quelque chose qui est important. Le Maroc a mis en place un arsenal juridique sur le bio et nous avons tenu compte de la réglementation européenne pour faire en sorte qu'on puisse respecter ça à la mode. Maintenant, la plupart des certificateurs marocains peuvent certifier selon la réglementation européenne sur place. Donc, vous allez avoir des produits certifiés par les deux gros certificateurs au Maroc et qui sont valables dans l'Union européenne. Sur d'autres pays, ce n'est pas le cas, mais l'Union européenne, oui. Donc, ça règle beaucoup le problème des normes, de la réglementation et des reconnaissances. Donc, il y a une facilitation pour, tout à fait. Pour le Maroc, pour le bio. Merci. Voilà, donc là, je voulais juste un petit peu mettre là les exigences légales qu'il y a en place en général pour l'alimentaire. Donc, il y a bien sûr beaucoup de législation en place et c'est important de savoir ce qui est requis, bien sûr, et de s'assurer de tout avoir en place avant les exports et avant, bien sûr, d'aller sur les foires et de faire le matchmaking pour être sûr d'avoir tout en place. Voilà. Il y a les directives reliées aux résidus, bien sûr, mais aussi l'étiquetage et tout ce qui est spécifique aux produits, que ce soit banane, avocat, il y a des réglementations spécifiques. Et il y a beaucoup d'informations qui est disponible sur le site de l'Union européenne gratuitement, aussi sur les sites des partenaires comme l'ITC, par exemple, où vous pouvez entrer et voir c'est quoi les réglementations selon votre produit, selon la qualité que vous avez. Voilà, donc il y a aussi les exigences qui sont non législatives, mais voilà, qui traduisent un peu les demandes du marché, les demandes des importateurs, que ce soit la certification sociale comme le commerce équitable, que ce soit la certification biologique.
Donc, tout ce qui est organique, tout ce qui est bio. Et là, il faut aussi faire attention à quel marché on vise. Et voilà, pour l'Union européenne, c'est important d'adhérer et d'avoir les certifications valides pour l'Union européenne. C'est pour cela que des fois, il faut avoir plus d'un certificat si on veut exporter dans plusieurs régions du monde le bio, par exemple. Voilà. Donc, pour l'Union européenne, voilà, il y a le 2018-848 qui est applicable depuis 2022. Après, il y a bien sûr le BRC, il y a le Global Gap, et, voilà. Après, les sociales, il y a Fair Trade, Rainforest. Il y a beaucoup de certifications. Donc, c'est un petit peu, ça peut prêter à confusion. Donc, il faut savoir c'est quoi la demande du marché. Qu'est-ce que le marché demande pour mon produit et qu'est-ce qui est le plus important à avoir comme certification afin que je puisse faire mes exports. Voilà. Voilà, comme on disait, le consommateur, bien sûr, il détermine un peu les tendances. Voilà. Donc, il y a ce qui est le plaisir de la consommation, la diversification des produits, les produits exotiques qui ne sont pas, qui ne sont pas naturellement en Europe, par exemple, si on parle de l'Union européenne. Les produits qui sont faciles à consommer, la commodité, la préoccupation de tout ce qui est santé, bien-être, donc d'où l'augmentation de la demande pour le marché bio. Et aussi le développement durable, là aussi le bio, parce que le bio, c'est ce qui dit bio, dit pas de produits donc, pesticides, donc ça veut dire aussi on protège l'environnement. Et bon, il y a eu la COP là récemment, donc l'environnement, c'est important. On voit nous aussi le réchauffement planétaire, voilà, déjà, il y a des producteurs qui doivent changer de région parce qu'il y a moins d'eau, voilà. Donc, tout ça, ça impacte aussi la demande du bio en Europe. Voilà, aussi la crise du Covid. Les gens ont voulu de plus en plus faire la cuisine à la maison, manger sainement. Ça a aussi eu un impact sur la consommation du bio. Avec les restaurants qui fermaient, les gens qui faisaient la cuisine à la maison, les problèmes reliés aux pesticides, bon, les transports aussi ça a affecté. Voilà, et la croissance du bio a été 2 fois plus rapide que celle du marché alimentaire général suite avec le Covid. Voilà. Là, c'est un petit peu pour voir un peu les chiffres. Aussi, ça, c'est disponible sur le site de l'Union européenne. On peut avoir beaucoup plus de détails si on sélectionne les produits auxquels nous, on s'intéresse. Là, c'est pour vous donner un petit peu une idée générale. Voilà, et tout ce qui est fruits, c'est l'augmentation la plus grande, c'est la consommation la plus grande. Après, il y a aussi voilà, les huiles et tout ce qui suit, les céréales, les berries, voilà, tout ce qui est framboises, fraises et tout ça. Voilà, ça c'est en 2021, les chiffres applicables. Ça, j'ai pris cette information du site aussi de l'Union européenne pour vous donner une idée de l'augmentation du commerce de l'agroalimentaire et l'augmentation en chiffres, 25% par rapport à la même période de l'année dernière et 16% par rapport à la moyenne sur 3 ans. Donc, le marché de l'agroalimentaire, il y a une augmentation croissante vraiment très importante. Voilà, après, les tendances healthy, donc tout ce qui est superfood, tout ce qui est alternative à la viande, de plus en plus d'épices parce que si on utilise tout ce qui est vegan aussi, il y a un besoin des épices.
Voilà, et tout, de plus en plus, tout ça bio, bien sûr, aussi. Aussi, les laits sans lactose, tout ce qui est lait de soja, lait de flocons d'avoine, tout ça, c'est vraiment tendance dans l'alimentation bio. Monsieur Slim parlait de la tendance des supermarchés hybrides où on avait les produits conventionnels et les produits bio. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a les supermarchés spécialisés, mais la plupart des gens qui achètent le bio, ils l'achètent aussi dans les supermarchés hybrides où il y a le bio et le conventionnel. Et il y a aussi une tendance parmi même les discounters, donc les Aldi, les Lidl, ils ont tous une gamme bio. L'idée maintenant, c'est de faire en sorte que le bio soit accessible à tout le monde et que les gens qui n'achetaient pas le bio commencent à s'intéresser et par la suite, peut-être, ils iront au supermarché spécialisé. Donc ça, c'est une tendance assez importante en Europe et en Allemagne, c'est vraiment comme ça, comme a dit M. Slim. Voilà, après il y a les ingrédients exotiques, donc les graines, donc la chia, tout ça, tout ce qui est exotique qui vient d'autres pays, de l'Amérique latine, de l'Afrique en général, les algues, tout ce qui est fermenté aussi. Et ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, l'augmentation de tout ce qui est alternative à la viande. Et normalement, voilà, il y a une forte demande des épices et notamment tout ce qui est bio pour ces préparations-là. Il y a une augmentation en taux de croissance annuel moyen de 17%. Voilà. Donc, avec la réduction du sel et du sucre et une augmentation des épices. C'est aussi la tendance de l'alimentation saine pour la santé fille et pour, voilà, on se sent bien, on mange bio et épicé, pour résumer. Voilà, et voilà, et donc aussi il y a la commodité, donc on disait tout à l'heure, qui est un driver important des tendances, ce qui est pratique, les aliments qui sont faciles à préparer et ils demandent, enfin, sont prêts à la consommation et ils demandent aussi beaucoup d'herbes et d'épices. Voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure, donc les produits équitables et éthiques aussi deviennent de plus en plus importants. Donc les messages sont différents. Ça peut être plus social comme le Fairtrade, plus environnement comme Rainforest Alliance. Ça peut être un mélange des deux. Ça peut être le bio et le Fairtrade, une combinaison des deux. Voilà. Là, vous pouvez voir un petit peu par produit l'augmentation de la demande du marché éthique. Bon, vous voyez, le café, c'est une grande partie, mais il y a aussi d'autres choses. Donc, le varié, ça inclut aussi les ingrédients naturels, aussi les fruits, voilà, le chocolat, le thé, fleurs. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser les informations qu'il y a sur les sites. Donc, nous, en tant que projet allemand, on est aussi partenaire avec les autres projets comme le CIPO, comme le CBI, et voilà. Et par exemple, le CBI, ils ont beaucoup d'informations disponibles. L'ITC aussi, et le site de l'Union européenne pour aller vraiment plus en détail par exemple, pour le marché bio d'un produit spécifique, et pour voir les tendances d'un pays spécifique, je vous conseille vraiment d'explorer le site de l'Union européenne, aussi du CBI qui font des fiches techniques par produit. Et vous pouvez consulter, c'est accessible. Voilà. Voilà, merci. Donc, j'espère que c'était une présentation un petit peu sur les tendances européenne avec un petit peu d'informations sur le bio, mais on pourra faire une autre présentation un peu plus axée sur un produit spécifique dans le futur ou sur la réglementation bio en détail aussi. On pourrait faire ça dans le futur avec la SMEX.
Si vous avez des questions, je sais, voilà, vous pouvez intervenir. Merci beaucoup, Madame Zahiri. Dora, j'essaie de bien le prononcer. C'est un prénom qui n'est pas usuel chez nous. C'était très riche. J'espère qu'on a répondu aux attentes de tout le monde, malgré les quelques petits problèmes techniques. Je pense qu'on a été au fond des choses. Je vais remettre l'accent sur des petits points qui m'ont beaucoup intéressé, moi au nom des opérateurs aussi. Ce qui est important de savoir, c'est que les marchés européens aujourd'hui cherchent les questions de saisonnalité, c'est-à-dire produire en dehors des saisons de production des mêmes produits chez eux. Je pense que là, on parle des fruits, on parle des légumes que l'on retrouve communément sur nos terrains ou sur nos tables. La chose qui me semble très intéressante et qui est de plus en plus accentuée aujourd'hui, c'est la question environnementale. Et bien évidemment, l'empreinte carbone, souvent c'est lié, que les Marocains souvent ont négligé, mais qui devient aujourd'hui essentiel en Europe. Ils commencent à calculer ce genre de choses. La troisième chose que je sais par ailleurs, c'est que ce qui est peut-être permis chez nous, dans la réglementation bio, ou ce que les gens se permettaient de faire, en Europe, il n'était pas permis. Moi, je connais un certain nombre d'opérateurs qui ont exporté vers l'Europe, ça a été refusé. Et il faut savoir que quand ça revient vers le pays d'origine, c'est aux frais du producteur. Donc, ce que vous avez dit, et vous avez raison, il vaut mieux se prémunir, se préparer à l'avance en disant je vais dans tel pays, et dans ce pays, à part la réglementation bio de l'Union européenne que l'on retrouve un peu partout, il faut faire attention à ce qui se passe dans ce pays-là, parce qu'il se peut qu'ils refusent. Voilà. Tel intrant, je cherchais le mot. Troisième point sur lequel je veux appuyer, c'est les labels qui sont de plus en plus différenciés. Avant, nous avions bio, puis nous avions quelques labels. Maintenant, il commence à y avoir beaucoup de labels. Et alors, notamment en France, je sais qu'il y a les agriculteurs sans pesticides, sans glyphosate, sans... Ça, c'est des nuances qui ne sont pas acceptées dans le bio. C'est bio ou c'est pas bio? Et le nouveau label qui serait intéressant aujourd'hui d'appliquer et de développer dans cet esprit, c'est des produits véganes, sans viande. Bon, nous, les Marocains, on adore manger de la viande et de la bonne viande bio, mais en Europe, ils mangent de moins en moins de viande pour des questions essentiellement environnementales. Parce que la viande, le bétail, est l'un des premiers producteurs de CO2. Alors, il y a aussi la question équitable. Nous, au Maroc, on n'a pas encore réglé cette question, mais elle est sur les bureaux, elle est à l'ordre du jour. Il va falloir qu'on règle la question de équitable. Et donc, faisons attention à la multiplication des labels qui, parfois, je vais utiliser un mot qui n'est pas français, mais confusionnent, mais tout le monde le comprend, confusionnent les consommateurs. Dernière chose, les gens aujourd'hui en Europe, et heureusement de plus en plus au Maroc, on est très sensibles à la santé, au bien-être, et c'est bien de s'inscrire là-dedans, notamment parce que nous produisons des épices, nous produisons des légumes, et nous faisons de plus en plus attention à un apport en protéines sans viande. Tout le monde fait attention, on fait du sport, on veut manger des protéines, les gens qui sont âgés, ils perdent la structure de muscles et ils aiment bien manger des protéines pour équilibrer leur santé. Et puis à la question sans lactose, il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques et intolérants, notamment au lactose. Oui. Donc on suit la même tendance, mais on est en retard dans la production et dans les labels. Alors j'insiste, je vais reposer la question. Vous y avez répondu partiellement. Vers quoi il faut aller? Je pense au niveau de nos opérateurs et de leur... Vers quoi il faut aller en termes de production brute, mais également en produits transformés. Alors, on a déjà répondu plus ou moins, mais c'est bien de le repréciser. Oui, alors, merci pour vos questions. Alors, tout d'abord, je pense, vous avez dit, c'est important de vraiment étudier le marché qu'on vise d'abord. Le pays, le marché, et c'est pour cela, c'est très important de faire le plan d'export.
EMP, Export Marketing Plan. C'est aussi un des services que nous, en tant qu'IPD, on propose aux participants au programme. Donc, l'idée, c'est de vraiment, en tant que producteur et exportateur, de savoir, c'est quoi mon plan, c'est quoi le pays où je veux exporter et c'est sous quelle forme. Donc, vous avez demandé, là, c'est une question assez vaste, les membres, sur quels produits est-ce qu'ils devraient se focaliser. Donc, pour l'instant, maintenant, je peux vous parler concrètement. Donc, dans les salons, nous, en tant qu'IPD, on y va avec un stand et on prend avec nous les exportateurs qui sont dans le programme. On fait du matchmaking. Il y a toujours des importateurs, des acheteurs qui viennent et qui nous posent des questions ou qui nous envoient des emails. Est-ce que vous avez du Maroc ou de l'Égypte ou de cette région-là ce produit? Et il y a beaucoup de tendances qui viennent, qui partent. Par exemple, il y a eu la tendance de tout ce qui est berries, tout ce qui est fraises, tout ce qui est framboises. Les fruits rouges. Voilà, les fruits rouges. Après, je ne peux pas me prononcer moi sur un produit spécifique parce que c'est des tendances qui fluctuent. C'est pour ça que c'est important d'abord faire une étude de Export Markets Orientation Mission où il y a de faire une recherche pour soi, pour savoir, selon mon produit, c'est quoi la forme la plus adaptée et c'est quoi aussi les certifications que je dois avoir afin de... voilà, c'est un peu la poule et les œufs. Hein. Parce que des fois, j'ai parlé avec un exportateur qui me dit, moi, je suis bio, je n'utilise pas de produits, mais je n'ai pas la certification. Et les importateurs n'ont pas demandé. Mais en même temps, si tu as la certification, tu vas recevoir peut-être plus de clients parce qu'ils viennent à cause de la... Donc, c'est un peu une décision individuelle au cas par cas. Selon notre produit, c'est quoi la forme la plus adaptée de ce qui est le plus en vogue. Voilà, donc maintenant, c'est tout ce qui est naturel, tout ce qui est healthy. Il y a aussi l'empreinte carbone. Il y a beaucoup d'acheteurs maintenant qui veulent réorienter de l'Amérique latine ou de l'Afrique du Sud vers l'Afrique du Nord. Et c'est vraiment une opportunité, toute la situation actuelle avec l'augmentation des prix des transports, les conteneurs, le gasoil, tout ça, pour beaucoup de gens de réorienter vers le proche, donc l'Afrique du Nord. Donc le Maroc, c'est vraiment un moment important pour proposer des solutions à ces importateurs-là qui cherchent des marchés, des suppliers qui sont plus près. Voilà. Je vais répéter une question. Peut-être qu'elle ne semblait pas importante, mais oui. Nous, dans l'interprétation, on se pose la question, est-ce que ce serait bien de se positionner sur place, d'avoir une plateforme qui reçoit les produits du Maroc avec un certain nombre de commerciaux qui les vendent vers l'Allemagne? On n'avait jamais pensé à ça. Il y en a qui l'ont déjà fait juste pour leur entreprise parce qu'ils produisent beaucoup. Est-ce que ça vaudrait la peine de faire quelque chose d'intégré? Si oui, dans quelle direction? Moi, en France, je la réponds. En Allemagne, je ne connais pas. Oui. En France, alors là, c'est une question assez technique. Je ne pourrais pas vous... Donc, pour la question là, je ne veux pas vous donner une information très précise, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont une plateforme pour eux, ou bien qui se sont regroupées. Voilà. 2-3 entreprises qui se sont regroupées justement pour faciliter surtout tout ce qui est fruits frais, par exemple, pour avoir une plateforme pour recevoir là avant de dispatcher dans les régions. Je sais qu'en France et en Espagne, il y a déjà ça. En Allemagne, il faudrait voir les demandes du marché exact pour pouvoir vous donner une réponse. Mais je peux noter ça et revenir vers vous avec plus de détails. Mais c'est une question pertinente pour faciliter la logistique. Tout à fait. Et faire de l'optimisation. Oui, oui. Alors, en même temps, je demande aux gens qui nous écoutent, si vous avez des questions, allez-y, écrivez-les. On regarde les questions au fur et à mesure. La parole. Quand on aura, pour l'instant, si vous avez des questions par écrit, on les prend.
Ah, il y a une question. Alors, la question est la suivante de Ahmed Bouaziz. Est-ce que dans le cadre éthique, certaines régions seraient plus favorisées que les autres, les oasis, les montagnes, à titre de discrimination positive et pour lutter contre la pauvreté? Voilà, je vous laisse répondre. Oui. Alors, le Corporate Social Responsibility, donc le CSA, tout ce qui est social, comme nous savons, c'est de plus en plus important parce que voilà, le consommateur, à la fin, il veut savoir quand il achète un produit qu'il n'y a pas eu, durant la production, du début à la fin, que tout le monde a reçu son salaire, que les droits des travailleurs ont été respectés, que l'environnement a été respecté en général. Et c'est pour ça qu'il y a, comme on dit maintenant, une jungle de certification et de logos. C'est la jungle, oui. C'est un peu la jungle. Après, est-ce qu'il y a des régions qui sont favorisées au Maroc spécifiquement? La question, c'était par rapport aux régions de l'Oasis. Je crois que c'est à moi de répondre. Oui, c'est les montagnes et les oasis, oui, etc. Oui. Vous permettez, madame? Oui, allez-y. Écoutez, pour le bio, aujourd'hui, il n'y a pas de discrimination positive. Nous travaillons sur toutes les régions. D'ailleurs, le contrat de programme parle de toutes les régions et parle de développement et de stimuler toutes les régions du Maroc. Là où vous avez tout à fait raison, c'est de dire dans certaines régions, il y a un problème de changement climatique et donc de désertification, de la faiblesse de l'eau. Et cette problématique devient de plus en plus large sur le territoire marocain. On fait très attention à ça. Tout à l'heure, dans mon introduction, j'en ai parlé. On commence à pousser un certain nombre de produits qui sont très peu gourmands en eau. Alors, on peut penser aux plantes aromatiques et médicinales, on peut penser aux épices, parce qu'à la base, c'est des plantes aromatiques. On pense beaucoup aujourd'hui aux carobiers, on pense aux amandiers, même si les amandiers sont un peu plus gourmands en eau. Mais il y a des possibilités au Maroc de développer des produits pour l'export qui sont peu gourmands en eau. Cette question, elle est vitale pour l'Europe, mais elle dépasse pour nous. L'Europe, c'est une question vitale pour le Maroc. On a de moins en moins d'eau et c'est valable pratiquement dans toutes les régions en manque d'eau. On fait attention à ça et on est en train de pousser cette question. Alors, il y a... Oui, allez-y. Est-ce que je peux rebondir sur le point de l'eau? C'est aussi, voilà, donc, dans le cadre de la certification Global Gap, il y aura un volet par rapport à l'eau, l'utilisation de l'eau qui sera applicable, et aussi, lors des salons des dernières années, c'est une question qui revient bien sûr tout le temps maintenant, c'est où est-ce que vous avez la source de votre eau? Et déjà, il y a cette question commence à revenir de l'avocat, oui, mais l'eau, elle vient d'où? Parce que par exemple, c'est un produit, comme nous le savons, qui consomme beaucoup d'eau. Alors, l'avocat et la pastèque. Et la pastèque, bien sûr. Allez-y. Alors, il y a une autre question, je fais dans l'ordre. Hein. Est-ce que vous faites un suivi dans l'étude du marché sur des produits santé? Alors, nous, on fait, en tant qu'interprofession, avec le ministère et la direction de filière, un suivi, mais pas uniquement sur les produits santé, sur les produits bio. Parmi ceux-là, la plupart sont des produits santé parce qu'il n'y a pas de pesticides, mais il y a en plus une particularité, c'est qu'il peut y avoir des superfoods bio. Bon, on connaît ces produits, on fait un suivi de ces produits, mais on ne suit pas, comme le demande la personne qui nous écoute. Et puis, il y a Si Khalid Trid de la DDFP. Vu les exigences, les nouvelles exigences réglementaires et la baisse de la consommation des produits bio en UE, quels sont les mécanismes à mettre en place pour continuer à exporter sur l'Union européenne? Vous pouvez répondre, moi je peux répondre si vous voulez. Je vous laisse oui, je peux donner une petite introduction, je vous laisse. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, avec la crise mondiale, avec la guerre en Ukraine, le post-Covid et tout cela, donc l'augmentation des prix, c'est vrai qu'il y a, c'est un petit peu, on va regarder comment ça va affecter la demande du bio en général, mais c'est vrai que c'est une question qu'il y a par exemple en Allemagne par rapport au prix, par rapport aux demandes au niveau des consommateurs, et en même temps, il y a bien sûr le coût des exigences, voilà, de la certification, les intrants qui viennent d'Europe, j'imagine plus de 80% des intrants qui viennent d'Europe. Donc, c'est vraiment une question importante, mais en même temps, il faut aussi, je pense, penser sur le long terme.
le coût de revient de cet investissement, même si maintenant on passe par une crise. Mais je vous laisse, vous êtes plus apte à répondre à ces questions. Plus pour moi, oui. Alors, écoutez, sur l'Union européenne, et je réponds en même temps, il y a deux questions qui convergent sur ça. Et vous l'avez dit, on va le répéter. Sur l'Union européenne, il y a deux tendances. Il y a la tendance croissante de la consommation du bio et donc des achats de produits importés depuis l'Europe dans certaines régions de l'Europe, notamment l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark. Alors, la Suisse n'en fait pas partie, mais ils sont en pleine croissance. Et il y a d'autres pays qui sont en baisse. Donc, moi, j'entendais dire au Maroc, c'est en train de baisser. C'est en train de baisser dans certaines régions, notamment la France. Ça, je suis sûr, la France. Je crois même que ça a baissé de l'ordre de 10 à 12%. C'est ce qui avait été dit, mais uniquement pour l'année 2021. Voilà. Tout ça est temporaire. Et la réaction des dirigeants de nos interlocuteurs en France, l'interprofession française, nous disait on va faire une campagne de communication pour remettre les choses dans le bon ordre. Et ensuite, il me disait faites très attention au Maroc de ne pas multiplier les labels. Les gens ne comprennent plus rien dans les labels. Donc, moi, j'insiste, et vous l'avez dit aussi, il y a un label bio qui répond à une réglementation marocaine qui a été adoptée. Monsieur Trid y a fait allusion, on va la mettre à jour. L'Union européenne a fait une nouvelle réglementation, vous en avez parlé tout à l'heure. On va se mettre à jour et on va faire en sorte de respecter ça par les deux gros certificateurs. Très brièvement, je réponds à une autre question. CCPB sont installés au Maroc et EcoCert qui sont installés au Maroc. Et je crois qu'il y en a d'autres qui sont en phase d'agrément par le ministère de tutelle. Je crois qu'on a répondu à d'autres. Alors, produits du terroir, est-ce qu'il y a une demande sur les produits du terroir? Oui. Est-ce qu'il y a une demande sur les produits certifiés bio? On ne fait que parler, on parle de ça depuis tout à l'heure. Il y a une demande, mais cette demande, et Madame Zahiri l'a dit, elle fluctue d'une région à une autre et d'une période à une autre. Il ne s'agit pas de dire je vais faire ça sur 10 ans. On ne sait pas si ça va marcher dans 2-3 ans, les choses, comme l'agriculture de manière générale. Il faut être très vigilant et faire une veille et s'adapter. Alors, les coopératives marocaines, est-ce qu'elles ont les mêmes opportunités? Oui. Mais, bon, on est entre Marocains avec la présence de nos amis de l'IPD. Les coopératives doivent être structurées. Voilà. C'est pas facile. Moi, j'ai assisté, comme vous, madame, à des salons où il y avait des coopératives qui arrivaient. Il faut être proactif, il faut être dynamique, il faut aller voir les gens, il faut savoir se vendre, il faut que les produits soient bien packagés, bien labellisés. Il faut faire attention à un certain nombre de contraintes. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à aller au salon Biophare la première fois, il y a à peu près une douzaine d'années, on était dans notre innocence et naïveté, on se disait le Maroc arrive, on va trouver des marchés. Quand on a été sur place, on a compris qu'on avait 20 ans de retard. Il y a d'autres pays voisins, du Nord et du Sud, qui étaient déjà là-bas depuis une vingtaine d'années et ils avaient pris la place. Maintenant, il faut aller structurer, organiser, savoir où on va, vers qui on va. Il y a plusieurs approches. Il y a l'approche de passer par des organismes comme IPD, nos amis qui ont une excellente expertise et qui accompagnent. Il y a des organismes similaires au Maroc qui accompagnent les professionnels vers sur place. Et puis il y en a qui vont one-on-one, c'est-à-dire ils cherchent quelqu'un par Internet ou il fait savoir ce qu'il fait par le site web, y compris des coopératives, et les gens les contactent. Mais il faut être hyper sérieux sur la qualité. Deuxième point qu'on a tendance à négliger, parce que ça je l'ai vécu, c'est la continuité. Vous ne pouvez pas vendre cette année et l'an prochain on vous appelle, l'année d'après on vous appelle et personne ne répond. Moi, au Biophare, on m'a demandé 100 tonnes de date. Quand j'ai été voir les opérateurs qui font de la date, ils m'ont dit mais le Maroc, c'est 10 tonnes maximum en bio. Donc, vous programmez pour faire 100 tonnes, ça va se répéter pratiquement chaque année. Et pour la date, ça peut être dans la durée. Donc, faisons très attention à la qualité, la continuité et la disponibilité. On vous appelle, vous répondez.
Et ça aussi, je pense, la SMEX, dans le cadre des salons, ils font aussi la préparation des membres qui vont avec eux au salon. Et ça, c'est voilà, tout ce qui est suivi des contacts durant les salons et de pouvoir assurer la continuité de l'offre, voilà, que l'importateur, que l'acheteur puisse être sûr que ce soit une coopérative ou une société. Là, elle n'a pas, c'est pas un problème. L'important, c'est la structure qui assure la continuité de la qualité demandée et que les réglementations soient suivies pour assurer que le produit soit en règle, voilà, et que la quantité demandée soit délivrée au moment demandé requis. Alors, il y a d'autres questions? Alors, la question, vous permettez, madame, oui, oui. Il y a des choses que je connais bien et je suis bien placé pour répondre. Il y a des petites entreprises qui voudraient exporter, etc., etc. Bon, il faut bien savoir que l'acte d'exporter nécessite un certain nombre de conditions et de moyens. Pour une petite PME ou pour une coopérative, ça peut être très, très compliqué. Mais pour ça, il faut, à mon avis, s'intégrer, se mettre en groupe et faire appel à des organismes de soutien comme l'ADA, l'Agence de développement agricole. La coopération peut aussi aider et faire en sorte qu'on ait un minimum de moyens et respecter les conditions pour exporter. Mais sachez que c'est compliqué. Alors, moi, je veux répondre de manière vraiment sérieuse. Le contrat-programme que nous sommes en train on espère le signer bientôt, on veut aussi développer le marché national. Voilà, si on ne fait que l'export, à un moment donné, je disais, il y a des aléas sur l'export, il y a des changements, il y a eux-mêmes, ils font très attention à l'empreinte carbone, donc ils vont dire, nous, on veut vendre des produits de proximité. Je sais que dans certains pays, ils font très attention du made in. Donc, nous, il faut qu'on tienne compte de ça et que dès aujourd'hui, on commence à développer pour le marché marocain. C'est ce qu'a fait, c'est ce que prévoit le contrat-programme, le développement d'un marché marocain en termes de développement de produits bruts, on en a parlé, de produits transformés, valorisés, de produits préparés, de logistique de distribution, de plateformes de distribution et de magasins. Mais ce n'est pas l'État qui va faire ça pour nous. À un moment donné, il faut que les gens se prennent en main et qu'ils investissent. À l'État de les accompagner, c'est prévu dans le contrat-programme et on va beaucoup en parler avec un certain nombre de subventions, mais il faut trouver son propre investissement. Vous allez à la banque, si vous n'investissez pas un peu, ils ne vont pas vous aider. Donc, on est constamment dans cette logique. Alors, il y a une question intéressante, et je crois que ce serait à vous de répondre. Pour l'huile d'olive biologique, est-ce qu'on est encore compétitif par rapport aux pays concurrents, surtout en matière de prix? Alors, l'huile d'olive, c'est toujours un sujet. Voilà. L'huile d'olive, comme vous savez, en Europe, il y a de l'huile d'olive et c'est aussi réglementé par des quotas. Les volumes qui sont importés, à part ce qui est produit en Italie, en France, en Espagne, Portugal, enfin, surtout en Espagne. Donc, ça dépend des années et des récoltes qu'ils ont, eux. Et après, les imports, voilà, ça dépend un petit peu de cela. Donc, l'huile d'olive, voilà, c'est un produit phare pour nous en Afrique du Nord en général. Pour l'export, il y a cette problématique-là et il y a bien sûr la problématique de l'huile d'olive qui est exportée en vrac et qui est vendue, c'est pas très clair l'origine. Enfin, ça, c'est l'huile d'olive, c'est un produit, voilà, le bio, en général, c'est très important, l'huile d'olive bio. Après, moi, je peux vous dire qu'il faut vraiment s'assurer de la demande du marché avant de s'investir sur le tout export pour l'huile d'olive. Il faut vraiment voir avec quel pays, est-ce qu'on a des clients en place, est-ce qu'on a vraiment fait l'étude du marché, comme on disait tout à l'heure. Il faut avoir la vision claire d'où est-ce qu'on va se focaliser pour l'huile d'olive. Mais le bio reste bien sûr un atout, surtout pour l'huile d'olive. Voilà. Très bien. Il y a une autre question sur les frais de certification. Dans le contrat programme, il est prévu des subventions pour la conversion vers le bio. Et c'est une subvention qui est conséquente. Elle n'est pas de 100%, mais pas loin.
Et puis, je pense qu'avec un certain nombre de coopérations, on va pouvoir trouver le manque à gagner pour faire en sorte que ce soit entièrement certifié. Mais il ne faut pas rêver. À un moment donné, il faut que l'opérateur investisse quelque chose. Voilà. Quand il gagne, il va gagner tout seul. Donc, il faut responsabiliser des gens. Il y a une question de notre ami Sil Khadar. Est-ce qu'il y a des efforts à développer est-ce qu'il y a des efforts pour développer des îlots? Oui, oui, il y a des efforts à faire pour développer des îlots. Il y a quelques jours, non, quelques semaines, une semaine, j'étais en connexion avec notre ambassadeur à Lisbonne, au Portugal, et s'est connecté avec nous un maire d'une région portugaise qui a créé ce qu'il a appelé une biorégion. Toute la région, elle est bio. Et on trouve que l'idée est absolument extraordinaire. Ça veut dire bio-région, ça veut dire non seulement les cultures bio, mais ça veut dire l'écotourisme, ça veut dire la sensibilisation des enfants, des lycées, tout ça. L'idée est géniale, il faut y travailler, il faut voir jusqu'où on peut aller. En tout cas, notre ambassadeur à Lisbonne était vraiment emballé. Je pense que c'est un futur proche qui pourrait donner des résultats intéressants. Nous, au sein de l'interprofession, on a travaillé sur ce qu'on a appelé un bioparc, c'est-à-dire une zone éco-industrielle, entre guillemets, une zone dans laquelle on pourrait avoir l'offre et la demande, et les unités de transformation et de préparation, sachant que dans cette surface, si on pouvait mettre ensemble les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les exportateurs, on pourrait en faire une sur le Maroc grosse, et on pourrait faire dans chaque région une petite qui peut se développer au fur et à mesure. Pour nous, ce serait une très, très bonne idée. On pourrait gagner du temps. Parce que le transformateur, il ne faut pas qu'il court après le producteur. Et puis, parfois, il a besoin de plus que lui donne un producteur. Donc, il faut encore, c'est votre idée, Madame Zé, d'agréger de plus en plus pour être, un, compétitif, et deux, pour être dans l'opérationnel. Pour ce qui est région bio, je pense qu'au Maroc, il y a des régions qui sont naturellement déjà bio parce que la production, les produits qui sont là, déjà, les gens n'ont pas utilisé des produits durant des années. Et ce qui manque, c'est la certification. Donc, je pense que première question. Faire des îlots, ça doit être aussi. Alors, moi, je vais voir, c'est quoi les autres questions? Alors, il y a une question de les marchés locaux. Quid des chiffres d'évolution et de croissance du bio chez nous? Quel est l'état des lieux et des mentalités, la concurrence des produits conventionnels, etc. Ça, chers camarades, c'est la grande question. Jusqu'à aujourd'hui, on doit travailler, on a travaillé, mais on doit travailler davantage à sensibiliser les consommateurs pour créer un gros marché de consommation. Il y a des opérateurs qui ont fait beaucoup d'efforts. Il y a déjà eu un contrat programme dans le cadre du plan Génération Maroc Vert. Il y a déjà eu beaucoup d'efforts de fait. On parle de plus en plus de bio partout, pas uniquement chez les gens qui ont des moyens, mais les classes moyennes, les petits portefeuilles, les petits pouvoirs d'achat, les gens s'y sont mis. Il y en a qui achètent 2 produits par an, il y en a qui achètent tout le panier en bio. Le Maroc a fait des efforts considérables depuis une douzaine d'années. Et ceux qui ont développé des magasins bio, ils ont payé cher leur initiative parce qu'au début, il n'y avait pas la consommation. Mais ils l'ont fait par conviction. Aujourd'hui, il commence à y avoir des consommateurs, non seulement à Casa, parce que c'est là où il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais également à Rabat, à Marrakech, à Tanger, à Agadir, et un petit peu partout. Le Marocain commence à faire attention au bio. Et je réponds en même temps à la deuxième question qui était incluse dans le message. Il faut que nous, on arrête de faire la confusion entre le bio et le beldi. Beaucoup de gens croient que le bio, c'est beldi. Il y en a qui font la confusion avec les produits du terroir. Moi, chaque fois que j'interviens, je dis que ce n'est pas la même chose. Un produit du terroir peut être bio, mais il faut qu'il respecte un cahier de charge avec une réglementation. Produit du terroir bio. Bio, c'est une appellation qu'on a depuis très longtemps au Maroc qui veut dire plusieurs choses. Il y a le beldi, c'est produit de la campagne. Vous allez à la campagne et vous avez un beldi. Non. Alors, beldi, ça peut vouloir dire aussi une marque. Il y a le poulet beldi.
C'est un type de poulet. Mais le bio ne remplacera pas le bio. Le bio, c'est un cahier des charges précis qui est mis à jour ou qui sera mis à jour au Maroc, de faire en sorte qu'on garantit aux consommateurs le fait que ce produit, il n'y a pas de pesticides dedans et il y a le respect d'un ensemble de, entre guillemets, de contraintes qui fait que le consommateur peut être en confiance. Parfois, il y a des gens qui me disent « Vous pouvez avoir confiance en moi ». Parfois, ça me fait rire que « c'est bio ». Il n'y a pas l'auditeur qui vient, qui doit pas l'auditeur les papiers, les documents. Et c'est très lourd. Et ce processus dont parle Mme Zahiri et moi, de certifier bio, c'est un processus qui est difficile, qui est coûteux. C'est pas, j'ai pas acheté de pesticides, donc ça doit être moins cher. Non, pour respecter le bio, c'est très cher. Comment on fait pour attaquer quand il y a des parasites, quand le sol n'est pas adapté? Comment on fait? Et on a besoin de formation et de recherche dans ce domaine. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont indispensables pour réussir pour le Maroc son entrée par la grande porte dans le bio. Il y a Mme Myriam de Sipo qui dit se mettre d'accord sur la définition de bio et la réglementation internationale des labels de certification. Ça, alors, Madame Sif, qui adore nous faire parler et qui adore même nous faire chanter. Madame Sif, le bio, et je comprends le pourquoi de votre question, le bio, c'est un cahier des charges. C'est pas, comme je disais, c'est bio, c'est pas, moi, j'ai pas mis de pesticides, c'est rien d'autre qu'un cahier des charges où vous appelez un organisme certificateur, un OCC, et il en existe, comme je disais, au moins 2 au Maroc. Vous appelez le certificateur, il vient voir votre sol, il fait peut-être des analyses, il vérifie ce que vous faites et il vous dit à partir d'aujourd'hui, la date X, voilà le cahier que vous allez remplir. Et je suis désolé, parfois les gens disent, et les petits agriculteurs, si l'agriculteur ne sait pas lire, ça va être très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, ça va être très difficile. Donc il faut remplir un cahier qui est contrôlé régulièrement par le certificateur et qui vient la première fois pour vous dire « Ok, vous avez les conditions qui sont réunies pour faire du bio », mais qui viennent ensuite, et c'est un mot qu'on retrouve inopinément, c'est qu'ils viennent sans prévenir pour vérifier si oui ou non vous respectez ce que vous avez dit. Moi, j'ai été dans une ferme d'élevage où il y avait des animaux, je ne vais pas préciser plus, et j'ai trouvé des seringues dans des coins. Moi, dès qu'il y a une seringue, il y a un problème quelque part. C'est du bio, normalement, vous n'avez pas besoin de seringue. Donc, ils viennent contrôler inopinément. Ensuite, moi, je connais les distributeurs, en tout cas les magasins qui existent au Maroc, qui sont très sérieux. Ils font très attention à ce qu'ils achètent. Et souvent, ils donnent à analyser parce qu'ils ont des doutes. Et en plus, en arabe, on dit bouhoudina. Bouhoudina, vous connaissez en Allemagne? Bouhoudina, ça veut dire qu'ils écoutent ce qu'on leur dit. Donc, vous avez un agriculteur qui vous dit, vous savez, mon voisin, il utilise ça et ça et ça. Donc, on fait très gaffe. On envoie régulièrement à l'analyse parce qu'il faut contrôler. Moi, la confiance, chez moi, ça ne marche pas. Ça ne me suffit pas. Donc, il y a un cahier des charges. Et ce cahier des charges, je fais un appel au ministère, il faut l'actualiser. Parce que l'Europe avance. La recherche fait avancer ce cahier des charges. Il y a des produits qu'on ne pouvait pas utiliser, qu'on utilise. Il y a des produits qu'on utilisait, qu'on ne peut plus utiliser. Il faut être très, très attention et écouter ce qui se passe. Benchmarker l'étranger pour rester à jour. Il y a une question de M. Bouaziz qui est spécifiquement pour les gens qui n'ont pas de papier pour justifier le lien entre le producteur et la terre. Je pense que ça, c'est pour la certification, ça pose effectivement problème, mais je ne sais pas, pour la question du lobbying, c'est peut-être pas pour moi la question. Je prends la balle. Monsieur Bouaziz parle de faire du lobbying auprès des certificateurs pour qu'ils ne demandent plus un certain nombre de papiers comme le lien entre le producteur et la terre. Écoutez, le certificateur n'est pas libre de faire ce qu'il veut. C'est comme ça. C'est des organismes internationaux qui doivent respecter la réglementation marocaine. Et si c'est pour l'export, il faut qu'ils respectent la réglementation du pays récepteur.
et ils ne peuvent pas changer ou amender quoi que ce soit. C'est restrictif, c'est exigeant, c'est difficile. Mais maintenant que j'ai cette question dans la tête, on va en parler aux certificateurs pour voir s'il y a des marges de manœuvre. Mais c'est comme ça, parce qu'il y a un problème de terre, il y a un problème de propriété de terre. Voilà, mais les papiers sont les papiers. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit la confiance, c'est bien, le contrôle, c'est mieux. Je suis d'accord. On dit ça dans pratiquement tous les domaines, y compris le domaine de l'aviation, mais on dit ça dans tous les domaines. Alors, pour la pêche, c'est différent. Je ne sais pas si vous pouvez répondre pour la pêche. Pour la pêche, je ne suis pas vraiment... pas l'expertise pour la pêche. Alors, pour la pêche, je vous dis ce que je sais. Je ne sais pas tout. Hein. J'espère que je ne parle pas trop. C'est de la scène, ça va. Parce que souvent, vous me regardez de travers. C'est juste votre sens de l'humour. Produits de la pêche, les produits de la pêche ne peuvent pas être certifiés. Sauf si ce sont des parcs aquacoles qui sont fermés, qui sont verrouillés, et on sait ce qu'on met dedans et on sait ce qu'on ne met pas dedans. Donc, l'aquaculture peut être certifiée. Les produits de la mer, du large, ne peuvent pas être certifiés parce que vous ne pouvez pas contrôler la mer. Maintenant, ce que font les magasins spécialisés et ce que font les acheteurs en Europe, c'est qu'ils vérifient la traçabilité. Quel est le bateau? Il va pêcher où? Le poisson vient d'où? De temps en temps, ils font des analyses. Mais la certification bio des produits de la mer, ni en Europe, ni ici, à ma connaissance, ça n'existe pas. Donc, si vous trouvez des produits de la mer, notamment le produit de la mer, des produits de la pêche, comme le saumon, par exemple, c'est dans des parcs aquacoles. Et là aussi, il faut faire très attention. Je parlais du saumon, parce qu'il y a eu beaucoup de scandales sur le saumon, mais il y a du saumon certifié bio qui est contrôlé, que l'on maîtrise. Il faut bien vérifier le label. C'est un label européen, c'est l'Eurofeuille qui montre que c'est bio. Si ce n'est pas sur le paquet, il y a des papiers d'attestation. Le Maroc a un logo Bio Maroc, qui est très beau d'ailleurs, et que l'on retrouve sur le paquet ou qui est donné sur le certificat. Il y a M. Gutter qui parle on a parlé des intrants, des prix qui augmentent pour tous les intrants qui viennent d'autres pays, non, pour tout ce qui est bio. Il voudrait qu'on parle de la problématique de l'augmentation des prix des intrants bio au Maroc. Cherté des engrais, produits, des trucs. Alors, c'est la conjoncture économique. Absolument. Moi, j'allais répondre sur ça, mais vous avez une question qui est pour vous. Oui, j'ai vu. Alors, ça, je pense que ça a prêté à confusion. Le programme n'est pas de 4 ans, c'est la 4e phase, oui, mais le programme n'est pas terminé. C'était juste pour vous donner une idée de la phase où on est. Le programme a fêté ses 10 ans cette année, mais il continue. Voilà. Donc, le programme, je répète, le programme continue au-delà des 2 ans et nous allons nous arranger pour que ça continue très longtemps. Parce que beaucoup d'opérateurs en profitent, notamment de l'expertise, et je vous remercie encore une fois d'être présente. Je sais que c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la mise à niveau sur vos connaissances, et on apprécie ça. Et on apprécie également la SMEX qui nous permet de faire ce genre d'atelier. Alors, sur les intrants, il y a un problème d'intrants. Les intrants, beaucoup d'intrants viennent d'Europe, il y a les certificats et il y a le contrôle. Mais nous sommes en train de travailler au niveau du Maroc pour qu'on puisse avoir également des intrants au Maroc. Et les opérateurs sont en train d'innover. Moi, j'ai une connaissance qui est en train de faire, à partir de la spiruline, des intrants pour la terre, pour le sol. Alors ça, c'est des initiatives qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir et continuer à motiver les producteurs pour faire des intrants. Deuxièmement, il commence à y avoir des organismes nationaux qui font des intrants, qui font des engrais, qui font ce genre de choses, et c'est tant mieux. L'information ne circule pas bien, mais je vous promets qu'au niveau de Maroc Bio, on va faire beaucoup pour sensibiliser et le consommateur, et le producteur potentiel pour avoir ce cycle vertueux que l'on rêve d'avoir assez rapidement. Pour la certification de l'IFOAM de M. Al-Taoussi Salah,
Effectivement, après un travail très long, notamment de la DDFP, de l'équipe de la DDFP que je salue, il y a eu finalement, il y a quelques semaines, quelques mois, la reconnaissance par l'IFOAM. Mais la reconnaissance par l'IFOAM, ce n'est pas la reconnaissance de l'Union européenne. Mais l'IFOAM peut aider. C'est-à-dire que quand le Maroc va aller à Bruxelles pour défendre son dossier, on peut aller avec des experts de l'IFOAM. On peut aller avec des experts, des certificateurs. Ça aide. C'est plus convaincant qu'y aller juste comme ça. Voilà ce qu'on fait, voilà qui on est. Parce que c'est très, très difficile. Beaucoup de pays font la queue pour y arriver. Il y a un pays voisin du Sud qui a réussi à se faire reconnaître, mais avec la mise à jour de la réglementation européenne, il doit aussi mettre à jour sa réglementation. C'est toujours très, très compliqué. Alors, pour le miel, vous voulez répondre? Vous avez des réponses pour le miel bio. Les abeilles n'ont forcément une parcelle certifiée. Oui, ça, il faut faire attention aux voisins, comme disait M. Slim. Donc, c'est la contamination qui est toujours possible par les voisins qui ne sont pas bio. Et voilà, comme vous dites, les abeilles n'ont pas de permis de conduire. On peut pas. Mais il y a des environnements qui sont plus contrôlés. Quand c'est des serres, ça peut être plus contrôlé pour les abeilles qui sont utilisées pour la pollinisation. Mais je pense que la question était par rapport aux abeilles en général qui se baladent entre les champs. C'est ça? Je ne sais plus. Alors, je peux aider, madame, oui, si vous permettez? J'essaie d'être utile, hein, excusez-moi. Oui. J'essaie d'être utile. Pour les abeilles, il faut voir avec le certificateur, il y a une réglementation pour l'apiculture. De mémoire, parce que j'avais travaillé avec la Commission nationale sous la houlette du ministère de l'Agriculture, il y a une surface qui est contrôlable par le certificateur. De mémoire, je pense que c'est 3 km. Si quelqu'un peut m'aider par Internet, ce serait bien. Je crois que c'est 3 km. Le certificateur, il vient voir tout ce qu'il y a autour. Mais bien évidemment, comme vous avez dit, l'abeille, elle vogue, elle voyage, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que l'importation et l'exportation du miel est très compliqué. Exporter du miel vers l'Europe, c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment approfondir ça. Mais il y a du travail à faire et c'est jouable. Alors, il y a une autre question de Jabiri, Madame Jabiri plutôt. Ce nom est commun dans mon oreille. Je connais ce nom, peu importe. Donc, c'est quelqu'un qui a probablement la réponse. C'est vous. Ah, d'accord. L'escargot. Il y a une réglementation pour l'escargot. On a travaillé sur une dizaine de décrets d'application de l'agriculture, de l'élevage, différents types d'élevage. On a travaillé sur les produits transformés, sur les produits préparés, sur la distribution. Il y a quelque chose qu'on n'a pas travaillé, mais c'est un objectif, c'est de certifier les magasins bio. Ça, c'est très important. Parce que dans notre pays, notre cher pays, il y a des gens qui un jour se réveillent le matin et sur le magasin, ils rajoutent bio. Ou le restaurateur, dans le menu, il met bio. Ça, c'est plus possible parce que ça trompe le consommateur. Et quoi qu'on dise, la crédibilité du bio passe aussi par le contrôle. Les gens ne peuvent pas se permettre de mettre juste bio. Il y en a même qui copient les logos des certificateurs. J'ai failli dire sans vergogne. C'est impossible. Donc, il va y avoir des contrôles de plus en plus. Dans la réglementation, c'est marqué, il y a des pénalités. Ça peut aller très loin. Il faut que le consommateur ait confiance dans le logo et que ce soit crédible. Nous, en tout cas, en tant qu'interprofession, on fait tout pour que les choses se passent clairement et dans la transparence. C'est très important, si je puis dire, parce qu'après, ça fait la réputation de tout un pays. S'il y a des mauvais élèves qui font des exportations dans le bio sans respecter ou avec des certifications qui ne sont pas… Voilà, ça peut… Donc, c'est très important ce que vous dites par rapport à la réglementation dans le pays et que tout le monde soit au courant de ça. Elle est avec nous.
Donc, il y a Madame Nabila Chibouki. Nabila, tu peux parler? Oui, pardon. Oui. Oui, monsieur Hudayfi, allez-y, allez-y. Vous avez une question? Oui, j'ai une question. Effectivement, la question que vous avez posée sur la différence entre bio et Beldi, vraiment, c'est une question pertinente, surtout dans les conditions, surtout en agriculture. Parce que beaucoup des œufs qui sont élevés dans des conditions vraiment Beldi, mais qu'ils consomment n'importe quoi, avec des pains qui est moisi dans des conditions franchement pire que c'est catastrophique. Et les gens l'achètent avec un prix fort parce qu'ils croient que c'est Beldi, c'est propre, c'est sain. Or, ça contient énormément de mycotoxines qui risquent d'affecter vraiment la santé du consommateur. En plus, pour les questions de couleur, parce que beaucoup de gens achètent les œufs qui sont Beldi. Or, uniquement la couleur qui ressemble au Beldi. Mais en réalité, ils ne sont pas des œufs Beldi parce qu'ils sont des œufs qui sont élevés dans des conditions industrielles. Ils reçoivent des antibiotiques, des traitements et tout ça. Et les gens, à cause des couleurs, ils achètent également avec un prix vraiment exorbitant. Alors, je trouve qu'il n'y a pas de contrôle. Il faut vraiment contrôler. Il faut qu'il y ait réglementé la même chose pour le poulet. Le poulet qui c'est du Beldi, il n'a rien à voir avec Beldi. Parce que, franchement, c'est une question, surtout que l'œuf, c'est denrée noble. Et il faut vraiment préserver cette production que je trouve, ça me fait mal au cœur. Lorsque ma femme me dit, va acheter des œufs, vraiment, j'ai des problèmes parce que c'est une question de vraiment de se faire avoir avec les œufs Beldi parce que j'ai peur, franchement. C'est ça ma question. Merci. Merci beaucoup. Alors, oui. Sur le Beldi, n'a pas de réglementation au Maroc. Certainement. La réglementation Beldi, où il va mettre Beldi contrôlé par l'État, contrôlé par des contrôleurs, n'existe pas. Donc, quand vous achetez du Beldi, il faut être très prudent et bien vérifier. Et là rentre la confiance en jeu. Si vous connaissez l'agriculteur ou l'éleveur qui vous fait des poulets bio, vous le connaissez bien, vous allez... Parce que nous, on a cette tradition, on connaît toujours un agriculteur là, qui vient nous amener. Bon, continuez à le faire, mais sachez qu'il n'y a pas de contrôle objectif. Quand on parle de bio, on sait que c'est contrôlé. Bon, je ne dis pas que c'est 100%, mais vous avez 90%, vous savez qu'est-ce que c'est. Et la couleur extérieure de l'œuf, pour moi, elle n'indique rien. Par contre, la couleur intérieure indique quelque chose. Moi, quand je vois un œuf où le jaune d'œuf est orange, pour moi, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de pesticides dedans. Mais encore que, dans la réglementation, il n'y a pas marqué la couleur. Il y a des vérifications qui se font par ailleurs. Alors, le poulet, c'est la même chose. Quand on dit un poulet Beldi, le poulet Beldi, c'est une appellation. C'est une gamme de produits. D'ailleurs, Beldi, dans l'ancien temps, c'était une viande qui est plutôt brune et qui est un petit peu dure. On la cuisine un peu plus longtemps. Alors que le poulet Roumi, il est plus blanc. Mais il peut y avoir du poulet Beldi certifié bio, respectant le cahier des charges. Le produit de race Beldi, il est en plus certifié. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur le poulet, parce qu'il n'y a pas beaucoup de poulet bio. Il y a quelques opérateurs marocains, que je connais très bien d'ailleurs, qui font du poulet. Parce que la difficulté est double. C'est d'abord le poulet, qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Ce qu'on doit lui donner à manger doit être bio. Deuxièmement, il y a tous les problèmes de santé, de suivi de santé du poulet.
Il y a des choses qu'il faut, on ne peut pas utiliser les hormones, il faut faire très attention à ça. Et enfin, et troisièmement, il faut qu'il soit abattu. L'abattoir doit être certifié. Il n'y a pas d'abattoir bio. Donc, les gens font en général séparation dans le temps. Mais il faut contrôler parce qu'il faut nettoyer l'ensemble de l'abattoir. Ça coûte cher pour l'abattoir. C'est très, très compliqué. Je sais qu'il y a des collègues opérateurs qui sont en train de travailler sur cette question d'abattoir bio. Donc, les choses sont plus compliquées qu'on ne le croit a priori. Alors, les poissons frais de pêche comme des produits bio, non. Je pense que j'ai répondu. Les produits de la mer ne peuvent pas être certifiés bio, même s'ils sont frais. D'ailleurs, les poissons de la mer, ils ne sont que frais. Sinon, vous les prenez après une semaine dans le frigo, etc. Donc, les produits de la mer ne peuvent pas être certifiés, ils peuvent être traçables. Donc, ça veut dire qu'on suit la traçabilité du produit et on assure au contrôleur ou à l'ONSA ou à un organisme de contrôle qu'on a la traçabilité et on fait le suivi. Alors, il y a ensuite une question précise par rapport au système de traçabilité en ligne, le Traces pour l'Union européenne. Est-ce qu'il y a un document qui décrit le processus d'exportation d'un produit bio vers l'UE dans son ensemble? Un seul document, je pense qu'il y a plusieurs documents. Donc, il y a tout ce qui est la législation, il y a les exigences des certificateurs et des organismes de certification qui ont leur cahier de charge. Par rapport à Traces, je ne suis pas très habilitée à répondre parce que moi-même, je ne suis pas très impliquée dans l'utilisation de ce système. Mais l'idée, c'est que c'est un système qui facilite la communication entre les différents parties par rapport aux certifications de tout ce qui est produit, que ce soit bio ou pas bio. Mais est-ce que je ne peux pas vous donner plus d'informations? Je ne sais pas si vous pouvez. Vous avez commencé à répondre de manière très judicieuse. Il y a un système sur ordinateur qui facilite l'exportation, mais il est valable pour bio ou non bio. Pour le bio, il faut avoir affaire au certificateur qui est reconnu en Europe. Donc, il y en a peut-être 2 au moins, qui, lui, peut vous certifier Union européenne, qui est reconnue, alors je n'ai peut-être pas assez dit, la Commission nationale a reconnu la réglementation européenne et qui se vend au Maroc et qui peut être certifiée par des certificateurs locaux, mais qui appartiennent à des multinationales et qui peuvent vendre en Europe. Pour la partie traçabilité sur Internet, il faut voir avec votre certificateur qui est l'un des 2 dont je vous ai parlé. Oui, c'est le système de la Commission européenne. Voilà, mais pour plus de détails, il faut vraiment voir avec l'organisme certificateur aussi pour savoir ce qui est applicable pour votre produit. Mais je ne sais pas si vous voulez vous mettre en unmute et poser votre question. C'était Monsieur Patrice. On ne voit plus la question.
Est-ce que vous voulez reposer votre question par rapport au système de traçabilité de l'Union européenne, Patrice, monsieur Henri? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous pouvez m'envoyer votre question. Oui, vous pouvez poser la question parce que votre micro, il est activé. Oui, très bien. Monsieur Bonjour à tous et merci Henri. pour Pardon, ce webinaire qui est très intéressant. je n'ai pas prononcé votre nom correctement. Oui, c'est Patrice Vous Donner. pouvez parler, on vous entend. Voilà, merci beaucoup. Oui, alors donc, en fait, moi, je suis de nationalité française, mais donc, j'ai épousé une Marocaine, et donc, qui produit donc, des produits bio. Ah oui. On a encore une vingtaine de minutes. On a encore. Monsieur Denner, vous pouvez poser votre question? Monsieur Denner? Oui, je vous entends. Est-ce que vous pouvez poser votre question en direct? Oui, alors en fait, la question c'est le dispositif, je dirais, administratif et réglementaire pour pouvoir exporter un produit bio vers l'Europe semble assez compliqué, donc, parce qu'il y a la caractéristique bio, il y a l'exportation, et la question portait en fait sur existe-t-il quelque part un document qui décrive quelles sont les opérations que l'on doit faire et dans quel ordre les faire pour pouvoir aboutir à cette exportation depuis le Maroc vers l'Europe. Vous avez entendu? Oui. Alors, merci pour la question. Bon, je vais répéter un petit peu ce que M. Slim disait par rapport à il y a l'aspect de la certification, donc qui est à voir avec l'organisme de certification, ça je pense que c'est clair pour vous. Après, pour l'aspect de l'export du bio du Maroc, je pense qu'il faut, voilà, comme on disait maintenant, plutôt se connecter avec Foodex pour avoir la réglementation qui est spécifique du Maroc à l'Union européenne. Je pense qu'eux, ils peuvent vous donner plus les détails. J'ai abondé dans le sens. C'est la même réponse. Il faut passer par Morocco Foodex, qui ont toutes les procédures et les processus pour pouvoir vendre vos produits. Vendre votre produit. Ils sont très, très compétents. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont en ligne, parce que je vois qu'ils sont en ligne. Je pense qu'il faudrait prendre attache avec eux. Alors, je viens d'avoir quelqu'un qui répond. Il faut s'inscrire sur le site de Foodex. C'est très sérieux et très rapide. Merci à M. Nordin Sami. Voilà, on a une réponse de quelqu'un qui a déjà testé cette méthodologie. Écoutez, moi, je pense qu'on a brassé beaucoup de choses, même des choses qu'on n'avait pas prévues de brasser. Je pense que sur le plan de l'export, il y a beaucoup d'efforts à faire pour le Maroc. Il y a des marchés qu'il faut travailler, qu'il faut étudier, en passant par les différentes possibilités, soit en voyant avec les organismes d'accompagnement, soit en prenant soi-même contact avec des contreparties européennes, soit prendre vos valises et vos produits et aller en Europe chercher, notamment dans les salons. Alors, dans les salons bio, il n'y en a pas 50 000 en Europe. Moi, j'en connais au moins 2 qui sont spécialisés. C'est le Biophare à Nuremberg en Allemagne. Et il y a Natexpo à Paris et à Lyon. Alors, moi, je vous préconise d'aller plutôt sur Paris parce que j'étais à Lyon récemment. Je pense qu'ils sont encore loin d'une performance internationale extraordinaire.
à Paris sont très avancés, non seulement sur le bio alimentaire, mais également sur le bio-cosmétique, sur pratiquement tous les types de bio qu'on peut trouver sur le marché. Il y a des interlocuteurs. Mais dites-vous bien, je le répète, parce que moi-même j'avais été choqué, on est très en retard. Ne vous dites pas, moi j'ai fait un produit extraordinaire, j'ai fait une huile d'olive de qualité exceptionnelle et je vais… Non, non, non. Il y a déjà des gens sur place, il y a des voisins du Nord et du Sud. Maintenant, vous pouvez compléter des productions du Sud. Moi, quand j'avais été au Biofa, il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dit, moi, je produis au Sud de l'Europe. Est-ce que vous ne pouvez pas me vendre vos produits? Et moi, je les repackage et je les vends. Donc, il y a des processus qu'il faut connaître. Soit vous voulez vendre en vrac. Donc, vous n'avez pas vos marques sur le produit. C'est quelqu'un qui va mettre sa marque. Soit vous voulez mettre… ce n'est pas la même vente. Ce n'est pas les mêmes achats. Premièrement. Deuxièmement, les volumes, faites attention aux volumes. Il y a des petites coopératives qui font des produits extraordinaires, mais ils font des petits volumes. Quand vous allez arriver à Nuremberg ou à Paris, vous tombez chez un producteur, tout de suite, il va commencer à vous demander des tonnes, peut-être plus. Donc, il faut vous armer pour ça. Maintenant, il y a des coopératives que je connais, parce que je ne veux pas démoraliser, qui sont très actives sur le marché international. Très, très, notamment des coopératives de femmes. Elles font des choses exceptionnelles. Mais la personne qui est en charge de la commercialisation, elle est toujours dans les avions. Moi, j'en connais une au Sud, c'est une amie. Récemment, elle était à New York. Elle est partie avec l'ADA. Il y en a qui vont en Asie. Il y a beaucoup d'opérateurs qui vendent sur la Russie. Il y a des Marocains partout. Il commence à y avoir, notamment au Canada, moi j'ai un ami qui est distributeur au Canada, il vient acheter les produits chez les fournisseurs ici, chez les producteurs, et il se fait le porte-parole. Donc je connais quelqu'un qui fait un produit dont je ne citerai pas le nom, ou bien je vais citer le nom, il sera content, il fait de la pédagogie. Elle est vendue à Vancouver, grâce à ce monsieur qui est installé à Montréal. Voilà, moi, je connais des amis qui ont de belles histoires, qui vendent du raisin, de la baie de bougie, de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, de l'huile de figue de barbarie, de l'huile d'amande. Il y a beaucoup de choses qui sont… Les Marocains sont un petit peu, tant mieux, aventuriers et innovateurs. Maintenant, la politique de l'État, c'est d'aller chercher du volume et de soutenir les petits pour qu'ils deviennent grands. Donc, le contrat-programme qu'on devrait signer incessamment sous peu, Inch'Allah, parce qu'on attend depuis déjà quelques mois, ça devrait se faire incessamment sous peu, va, à mon avis, stimuler le secteur, créer un marché national d'offres et de demandes sérieux et d'export sérieux également. Madame ? Oui. Alors, pour compléter de mon côté, l'IPD, c'est un des partenaires que M. Slim citait comme potentiel partenaire pour aider les organismes comme l'ASMEX et vous-même comme exportateur, si vous avez le profil pour vous aider à avoir les mécanismes nécessaires pour accéder au marché européen. Et comme on disait au début, faire l'étude de marché, c'est très important. Il se peut qu'on ait un excellent produit, mais est-ce que ce produit est demandé en Europe? C'est la question. Et est-ce que ce produit est demandé par la clientèle qu'on vise? Voilà, donc il faut s'armer de toutes les informations qui sont possibles. Donc aussi avec nos autres partenaires comme la CIPO, le CBI, voilà, je vous encourage à utiliser les plateformes qu'il y a en ligne pour s'informer davantage sur tout le processus qu'il faut avoir en place avant d'exporter. Et si on exporte, pour exporter un nouveau produit, être sûr de ce qu'il faut avoir en place pour les certificats, les réglementations. Merci beaucoup. Il y a Madame Farkacha qui est en ligne, qui est chef division de la filière au sein de la DDFP, qui est avec nous. Si elle m'entend, est-ce que vous voulez intervenir? Alors, Madame Farkacha est un partenaire très important dans l'élaboration du contrat-programme, dans le suivi de ce qui se fait dans le bio. Elle est devenue en quelques années spécialiste, experte. Et elle est toujours disponible pour réagir, répondre aux questions. Là, sur place, je ne sais pas, en interactivité. Si elle ne répond pas, c'est qu'elle a ouvert sa ligne
elle est en ligne, mais elle doit faire 3 choses ou 4 choses à la fois. Comme savent le faire les femmes, multitâche. Si vous êtes d'accord, on essaie de conclure. Quelques mots de conclusion. Je pense que c'est à peu près l'heure pour boucler. On a répondu à beaucoup de questions. Moi, je ne vois plus aucune question. Voilà, en résumé, puis je vous laisse terminer en beauté. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que le ministère de l'Agriculture, si je peux me permettre de parler en leur nom, suit de très près ce qui se passe dans la filière. Ils sont très, très sensibilisés à ce que le Maroc prenne sa place dans le bio. Ils ont beaucoup travaillé sur la réglementation. Il reste encore des choses à faire. Nous travaillons, nous, en tant qu'interprofession, la main dans la main avec l'équipe de la DDFP. Nous travaillons avec la main dans la main avec la direction de la stratégie. Nous essayons de travailler la main dans la main avec Marocco Foodex. Je sais qu'ils sont très occupés, mais on aimerait nous réunir avec eux pour justement travailler sur ces questions sur l'export et les sensibiliser sur un ensemble d'éléments. Les choses avancent pour le Maroc. Nous sommes en retard, mais j'espère que grâce à ce contrat-programme, nous allons rattraper, comme dans d'autres secteurs. Moi, je regarde dans le solaire, on a mis beaucoup de temps à réagir. Aujourd'hui, c'est un pays qui est cité en référence en matière d'énergie solaire. Moi, j'espère que dans la filière bio, pas uniquement l'agriculture, mais également la transformation, la préparation, la distribution, nous allons prendre une belle place, et notamment sur le marché intérieur, où les Marocains ont aussi envie de consommer du bio pour des questions de santé et des questions d'environnement. Mais dites-vous bien, plus le Marocain va consommer bio, plus les prix vont baisser. C'est la loi de l'offre et de la demande. Ce sont des produits qui sont rares, qui sont très difficiles, pour les produits qui sont importés, qui sont très difficiles à importer, parce qu'on n'a pas beaucoup de produits marocains. Moi, je sais que les magasins sérieux au Maroc ont aujourd'hui entre 6 000 et 7 000 produits. Sur les 6 000 ou 7 000, il y a 70% qui est importé. Ils n'ont pas le choix. Dès qu'on fait un produit marocain, attention, les produits marocains, au début, ils sont chers, tant qu'ils ne font pas des volumes. Donc, il faut créer le cercle vertueux, mais on est sur une bonne lancée. Et je me promets, je vous promets, dès que le contrat sera signé, moi et mes équipes, qui sont à Casablanca, à Rabat, à Meknès, à Marrakech, à Agadir, et qui sont de plus en plus de toutes les régions du Maroc, de manière unitaire. On va faire ce qu'on a à faire dans la joie, la sérénité et la rigueur que j'essaie de mettre dans tout ce que je fais avec mes amis, qui deviennent mes amis, opérateurs, producteurs, et les gens des associations et des fédérations. En tout cas, le Maroc peut être fier de son ambition. Il faut maintenant la mettre en exécution. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre projet. J'espère que la signature va se faire bientôt. Et j'espère que les produits marocains bio vont inonder les marchés européens et autres. J'espère avoir pu vous donner une petite idée sur le programme de l'IPD et une idée sur les tendances dans le marché européen. Je remercie l'ASMEX de nous avoir accueillis, d'avoir facilité ce webinaire. Comme M. Bressan l'a dit au début, avec Mme Jabri aussi, nous allons organiser d'autres webinaires, peut-être aussi dans le futur en présentiel, sur d'autres thèmes. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'IPD, vous pouvez toujours contacter l'ASMEX qui vous rejoindra. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre export et votre commerce aussi au Maroc, du bio et du non-bio. Merci beaucoup, Madame Zaïri. Vous êtes vraiment extraordinaire. Vous faites les choses avec sérénité, tranquillité et profondeur. Merci. Merci à l'ASMEX de nous avoir reçus, qui était représenté par un homme discret, mais très compétent, c'est Hassan. Et Madame, j'arriverai jamais à retenir votre nom. Jabiri. Je connais tellement de gens qui s'appellent Jabiri. Bon, Madame Jabiri et Petit Sam, ça je ne me tromperai plus. Merci. Bon, nous avons ici un technicien qui est très compétent, qui règle les problèmes techniques au fur et à mesure qu'ils arrivent. Voilà, nous sommes dans la bonne tendance, nous sommes dans le vent. Et puis j'espère qu'on va trouver
des progrès rapides et efficaces. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Vous avez été patients. Il y avait 230 inscrits. On avait constamment 40 à 50 full-time. Et les gens venaient, partaient. Ce n'est pas les mêmes. Hein, partaient, dont une majorité de femmes. Merci. À très bientôt pour un prochain atelier. Merci beaucoup. Au revoir.